Quand la figure de Napoléon est incarnée à Sainte-Hélène, elle est désincarnée en Europe et elle prend l'aspect de récits, de mémoires, de reliques qui tous, petit à petit, construisent une image de Napoléon presque christique. Il est absent, mais il est présent. Il est mort, mais il est quand même encore vivant. Nous voici dans la cour des Invalides où cet homme trône, Napoléon. C'est son année 2021, marque le bicentenaire de la mort de l'empereur. Le 5 mai 1821 à 5h49 de l'après-midi, Napoléon mourait après une lente agonie. Pour l'occasion, nous vous proposons de découvrir l'exposition Napoléon n'est plus au musée de l'armée des Invalides à Paris et dont Le Point est partenaire. Napoléon arrive à Sainte-Hélène en octobre 1815 avec autour de lui des domestiques, des officiers. Au départ, avec eux, il résiste face aux Anglais. La lutte est âpre, sévère même. Mais petit à petit, des abandons se multiplient autour de lui. Il y aura d'abord Lascaz, puis le général Gourgaud et Albine de Montholon, qui fut probablement sa maîtresse en 1819. Donc, le moral de Napoléon s'affaisse, en même temps sa maladie progresse, il est atteint de l'estomac, d'un ulcère, d'une gastrite qui provoque des hémorragies et qui l'anémie petit à petit. À la fin de l'année 1820, il est vraiment très affaibli, il ne marche plus que soutenu par ses compagnons. À partir du début de l'année 1821, il ne sort quasiment plus de Longwood, de sa maison, et bientôt plus de sa chambre, qui devient une sorte de mouroir. On va le transférer de sa chambre au salon, dans lequel il va mourir, le salon de Longwood, parce que c'est un souverain, il doit mourir en public. Napoléon s'éteint dans d'atroces souffrances le 5 mai 1821 à 5h49 du soir. Il avait perdu conscience depuis un petit moment. Alors ses derniers mots ont peut-être été « France, tête armée », enfin les témoignages divergent. Nous présentons à l'exposition Napoléon n'est plus un tableau du peintre Steuben, réalisé en 1828, donc 7 ans après la mort de Napoléon, mais Steuben s'est remarquablement documenté, s'est entretenu avec ceux qui entouraient Napoléon au moment de sa mort, le grand maréchal Bertrand, que nous voyons ici, avec ses enfants, son épouse Fanny, le médecin corse Santomarchi, qui se tient près de l'empereur défunt, le général de Montholon, qui montre la dépouille aux Anglais, l'officier d'ordonnance et le médecin anglais Arnott. Le 5 mai 1821, Napoléon meurt en empereur, tandis que les Britanniques ont toujours voulu faire de lui un général à Sainte-Hélène, lui donner ce titre d'ailleurs. Napoléon a toujours voulu résister. Il ne voulait pas apparaître comme un prisonnier, donc il a maintenu autour de lui une certaine étiquette, une petite cour, donc toutes les apparences d'un souverain en exil, car pour lui, il tient absolument à rester l'empereur, le dynaste, parce que c'est important pour sa personne, pour son histoire, mais c'est aussi important pour son fils, l'Aiglon, qui est alors retenu à Vienne et qui peut-être un jour pourra régner. Donc Napoléon résiste par tous les moyens et au moment de mourir, eh bien, il veut mourir donc en empereur. C'est lui-même qui va dicter, si je puis dire, son bulletin officiel de décès qui commence par ces mots « L'empereur Napoléon est mort des suites d'une longue et pénible maladie ». Le lit qui est à côté de moi est le lit sur lequel s'est éteint Napoléon. L'un de ces deux lits de fer, justement, de ces deux fameux lits de camp, si confortables que Napoléon en avait fait faire un même pour sa femme et un modèle réduit pour son fils. Une sorte d'inspiration pour les lits de bébé pliants d'aujourd'hui. Lorsque Napoléon s'est éteint, on a transféré son corps d'un des deux lits vers l'autre, celui sur lequel il a été exposé. Exposé, ça veut dire à la vue du public qui a pu visiter, dire adieu une dernière fois, mais aussi regarder, approcher ce corps qui avait été clos, reclus, confiné derrière les murs de Longwood pendant tout le temps de sa captivité. L'exposition du corps pour le public a lieu le 6 mai dans l'après-midi, juste après l'autopsie, et le 7 mai dans la matinée. Il est revêtu pour l'occasion de son uniforme de chasseur à cheval de la garde impériale, coiffé du fameux chapeau qui a le statut aujourd'hui de sa couronne, qui le représente mieux que n'importe quel autre objet, et entouré des objets de sa vie quotidienne. Évidemment, les pièces que nous présentons ici, le chapeau de Sainte-Hélène et l'habit de chasseur à cheval de la garde impériale ne sont pas ceux que Napoléon portait à ce moment-là. Je vous laisse imaginer où il se trouve.
Au milieu du mois d'avril 1821, sentant sa mort approcher, Napoléon s'est d'abord débarrassé, a détruit son précédent testament et il s'est mis, malgré la souffrance, malgré la peine que ce travail lui impose, à rédiger un nouveau testament pour faire droit, en quelque sorte, coucher sur le papier l'ensemble de son œuvre et de son legs à la postérité. Ce travail, qui a duré presque 15 jours en compagnie du comte de Montholon, lui a coûté énormément d'énergie, énormément de souffrance aussi, tout simplement parce que Napoléon n'a pas l'habitude d'écrire. Dans la plupart des cas, il dicte, son esprit va beaucoup plus vite que sa plume, et lorsqu'on suit son mode d'écriture, lorsqu'on lit ce qu'il a écrit, on s'aperçoit de la difficulté, la façon dont se heurtent presque les mots avec ces circonstances extrêmement difficiles. Le document en lui-même consiste en plusieurs pièces. C'est un ensemble testamentaire avec un premier document de 5 pages qui aurait pu être le corps du testament et auquel Napoléon rajoute petit à petit, jour après jour, à chaque fois qu'il y pense, de nouveau des sortes de pièces annexes qu'on appelle les codicilles. L'exposition a l'immense honneur de pouvoir présenter un de ces 2 codicilles très inconnus, prêté par un collectionneur particulier, qui est le 9e codicille, écrit de façon tout à fait exceptionnelle, là encore, au dos d'une carte à jouer, parce qu'à Longwood, le papier est rare, et on se saisit de ce qu'on a sous la main. Heureusement, le dos des cartes était blanc à l'époque. C'est donc là que Marchand a pris en note les dernières, et vraiment les dernières ultimes volontés de Napoléon. En écrivant son testament, Napoléon n'a presque qu'une seule personne à l'esprit, c'est son fils. Et c'est à lui qu'il destine l'essentiel des pièces qui incarnent, ou qui restent et qui incarnent la gloire de son règne. C'est aussi un document pour l'histoire, un document pour la postérité, le point de départ de la légende de Napoléon, telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'abord parce que Napoléon, en quelques phrases bien senties, se permet d'inscrire une dernière fois son nom dans l'histoire. Il y a des choses tout à fait merveilleuses en termes d'écriture. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Il y a des méchancetés pures et dures qui elles-mêmes doivent persister et modifier l'état d'esprit, la lecture qu'on aura de son histoire. Par exemple, pour les Anglais, je meurs assassiné par l'oligarchie anglaise et son sicaire, le peuple anglais ne tardera pas à me venger. Donc il y a toutes ces petites phrases d'une efficacité redoutable. Il y a aussi ce que Napoléon dit en désignant explicitement des traîtres à la Révolution et à l'Empire, 4 pour la plupart d'entre eux, considérés par la suite dans l'histoire comme des personnages néfastes. Il y a Talleyrand, il y a Augereau, il y a Lafayette et Marmont, le traître. Tous ceux-là sont désignés à la vindicte publique par quelqu'un qui estime avoir encore la possibilité d'écrire l'histoire, même en étant vaincu et même en étant mort. Napoléon n'est pas mort, ou plutôt il a fini par donner une idée de lui-même telle qu'il est apparu immortel. Lorsque, au mois de juillet 1821, la nouvelle arrive d'abord à Londres, puis à Paris, se répand dans toute l'Europe, elle fait peu de bruit, mais petit à petit, sa mémoire refait surface, aidée par les souvenirs de ceux qui l'ont accompagné en exil, qui ont assisté à ses dernières souffrances et qui transmettent sa parole, aidée aussi par ceux qui ont rapporté, généralement, ont rapporté des éléments concrets sur lesquels s'ancre la mémoire et que l'on appelle pudiquement des reliques. Le mot de relique, avec son caractère religieux, est le symbole aussi d'une forme de culte mémoriel qui s'ancre à Sainte-Hélène et qui infuse dans l'Europe entière pendant 20 ans, pendant que le corps de Napoléon est absent en Europe et que l'on est à la recherche, aux abois presque, de la moindre trace, du moindre signe de son existence. Ce qui est important, c'est que quand la figure de Napoléon est incarnée à Sainte-Hélène, elle est désincarnée en Europe et elle prend l'aspect de récits, de mémoires, de reliques, qui tous, petit à petit, construisent une image de Napoléon presque christique. Il est absent, mais il est présent. Il est mort, mais il est quand même encore vivant. Et c'est en 1840, au moment du retour des cendres, qui veut dire simplement retour de la dépouille, de façon un petit peu poétique, en 1840, à ce moment-là où le corps va se réincarner en Europe, que fleurissent des images de Napoléon presque Christ, comme dans un tableau célèbre d'Horace Vernet, l'œuvre qui est juste à côté de moi, est une représentation très fidèle, très exacte du tableau originel de Vernet, aujourd'hui perdu, et incarne ce que c'est que le martyr
les évangiles et les reliques de Sainte-Hélène. Pas Saint-Denis parce qu'en présentant Napoléon dans cette crypte, on en aurait fait un des héritiers des lignées royales précédentes, et ce n'est pas du tout ce que souhaitait le gouvernement de Louis-Philippe, qui au contraire a choisi d'isoler Napoléon, de le placer dans un espace qui n'appartenait qu'à lui-même, et aussi un peu à Louis XIV, mais d'assez loin finalement, le dôme était vide. Les Invalides sont un lieu par ailleurs extrêmement bien protégé, entouré de fossés et de canons, gardés par des militaires professionnels, donc en cas d'émeute bonapartiste autour du tombeau de Napoléon, on était prêt. Le tombeau tel qu'il est aujourd'hui a mis longtemps avant d'être construit et de recevoir son hôte. En 1840, on n'est pas tout à fait certain de la façon dont on va présenter, insérer dans l'espace public le tombeau de Napoléon. Les projets envoyés sont au nombre de plusieurs centaines, à l'issue desquels seules quelques dizaines, une petite dizaine est sélectionnée, pour aboutir finalement à retenir le projet de Visconti, qui était l'un des favoris du départ du ministère. Le sujet du tombeau était celui de la cohabitation avec l'architecture exceptionnelle, parfaitement équilibrée de Jules Hardouin-Mansart et la figure de Louis XIV. Fallait-il placer le tombeau en hauteur sous le dôme? Fallait-il au contraire le décaler dans une chapelle latérale ou, comme l'a proposé Visconti, creuser pour avoir un tombeau présent, visible du dessus, mais à l'intérieur d'une crypte, dans un environnement encore plus sacré que l'espace sacré du dôme. C'est ce qui a été retenu par Visconti au terme de plusieurs projets. Mais au moment où le tombeau s'achève, les travaux s'achèvent, en 1853, Visconti, qui meurt l'année suivante, ne voit jamais l'inauguration de son monument. Il faut attendre 1861 pour que le corps de Napoléon soit transféré officiellement dans le grand sarcophage de quartzite rouge conçu par Visconti.